Maintenant, entrons. La énorme opportunité d'investissement, c'est quelque chose que je suis super excité de partager avec vous parce que j'en parle depuis 2020 et ça s'est bien déroulé. Ça s'est très bien déroulé. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel ici parce que je crois que nous sommes dans ce super cycle. Ça va durer longtemps. Bien que rien ne monte en ligne droite, c'est toujours un parcours de montagne russe, comme vous le savez. Et l'une des principales raisons pour lesquelles j'aimais cet actif en 2020, c'est parce que tout le monde le détestait, tout le monde le détestait et tout le monde le déteste encore. Mais souvent, c'est là que vous obtenez les meilleurs rendements ou c'est là que vous avez au moins la meilleure asymétrie en achetant des choses que tout le monde déteste. Vous savez, je me souviens avoir lu Hot Commodities de Jim Rogers. Si vous avez lu ce livre, vous vous souvenez de quelle était sa matière première préférée au début des années 2000. C'était le plomb. Le plomb, parlons de quelque chose qui est détesté. Et qu'est-il arrivé au prix du plomb? En fait, juste pour le plaisir, regardons un graphique du prix du plomb. Vous allez bien rire de ça? Voilà. Donc, c'est là où Jim Rogers sort son livre Parlons d'un bon choix. Juste ici, je pense qu'il est sorti en 2002, 2003. Et son argument était que oui, la demande de plomb pour des raisons évidentes. Et vous savez, persona non grata, ça empoisonne les enfants. Ça fait toutes ces choses. Oui, la demande va diminuer aux États-Unis, mais la demande va exploser dans tous les marchés émergents parce que vous avez toujours besoin de plomb. Dans les composants, pas nécessairement dans la peinture, mais vous en avez besoin dans les batteries, comme les batteries de voiture. C'est, je pense, l'exemple spécifique que Jim a utilisé. Et vous avez l'offre qui diminue parce que personne en son bon sens ne voudrait investir pour augmenter la capacité de production de plomb, n'est-ce pas? Parce qu'encore une fois, c'est persona non grata. Donc, vous voyez l'offre s'effondrer, tandis qu'en même temps, la demande aux États-Unis s'effondre aussi, mais la demande au niveau mondial reste en fait la même, voire augmente, ce qui donne ce mouvement parabolique où le prix du plomb passe de, appelons ça comme ça, je veux dire, quand le livre de Jimmy Rogers est sorti, c'était autour de 500, et ensuite, ça monte directement à 3500. Pas mal, pas mal. Donc, la conclusion, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le plomb, c'est le charbon. Et j'en ai beaucoup parlé et je pense que ce que je vais faire, c'est un webinaire dans Rebel Capitalist Pro ce vendredi. Et si vous voulez participer à ça, vous pouvez simplement aller sur georgesgamon.com pro. Vous pouvez faire un essai à $1 et ensuite vous aurez accès au formulaire. Vous aurez accès à ce webinaire où je vais passer en revue avec les membres de Rebel Capitalist Pro un peu ma stratégie à venir, non seulement dans le secteur des matières premières, mais aussi dans le charbon. Plus précisément, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je m'associe avec Lynn Alden, Chris McIntosh, Brent Johnson, Patrick Sresna, Jason Hartman et Chris McIntosh parlent de charbon depuis aussi longtemps que je le connais. Et c'est lui qui m'a réellement fait découvrir le charbon en mars 2020. Mais la grande chose à propos de Chris, c'est que, voyez, je le regarde d'un point de vue à 30 000 pieds et je peux juste vous dire les raisons pour lesquelles j'aime cette matière première. Mais Chris entre vraiment dans les détails et analyse les entreprises dans ce secteur. Donc, ce que je veux faire dans le webinaire de vendredi, c'est non seulement passer en revue ma thèse haussière et pourquoi nous allons examiner les aspects de l'offre, les aspects de la demande, mais aussi je veux passer en revue certaines des entreprises spécifiques. Donc, Chris a parlé et vous donner vraiment des conseils pratiques. Donc, vous ne voudrez pas manquer ça. Vous voulez aller sur georgesgamon.com pro et vous inscrire à ça dès que possible pour pouvoir participer à ce live. Si vous ne pouvez pas le suivre en direct, vous aurez évidemment accès au lien pour le regarder pendant le week-end à votre convenance. Mais plongeons dans des sujets plus larges concernant le secteur des matières premières et donc le charbon. Je veux afficher un graphique des supercycles des matières premières. Donc, ça remonte. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est avant la maladie de la cerveza. Donc, leurs projections sont que, j'appelle ça 2030. C'est leur projection à court terme ici. On dirait qu'en entrant dans 2030, mais leur projection à long terme est qu'en 2045, nous allons beaucoup plus haut sur les matières premières. Et la raison qu'ils donnent, c'est que chaque pic est plus élevé que le précédent. Je ne sais pas si je mettrai beaucoup de poids là-dessus en soi, mais vous pouvez voir comment ces choses évoluent par cycle. Je peux presque vous assurer que le creux des matières premières était probablement en avril ou en mai, lorsque le prix du pétrole est devenu négatif. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, je suis sûr que c'était négatif 38 $ le baril.
Donc, même si vous n'auriez pas pu l'acheter à négatif 38 $ le baril, vous auriez quand même pu acheter ces producteurs, prenons Chevron ou Exxon comme exemple. Vous auriez pu acheter Exxon quand le pétrole se négociait à moins de 20 $, non? Et pensez à combien d'argent vous auriez pu gagner avec ça. Non seulement vous auriez probablement reçu un dividende de plus de 10%, mais vous auriez également vu la valeur de ce que vous possédez en ce qui concerne l'entreprise individuelle augmenter considérablement. En fait, regardons un graphique d'Exxon. Voici mars 2020 où vous auriez pu l'acheter à 32 et maintenant c'est monté à 110, ce qui représente une augmentation de 82%. Mais gardez à l'esprit que pendant cette période où ça augmente de 82%, le rendement du dividende actuellement à 110 est de 3,57. Donc, si vous aviez acheté, disons, à 30 ou 35 $, évidemment, votre rendement de dividende aurait été beaucoup, 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 beaucoup plus élevé. Maintenant, parce que votre coût de base était tellement plus bas, en fin de compte, c'est probablement le montant le plus bas que vous auriez pu gagner dans ce domaine. Si vous aviez investi dans les petites entreprises et que vous saviez ce que vous faisiez avec le bilan et en analysant la direction et tout ça, vous auriez eu beaucoup plus de potentiel de hausse. Et au bout du compte, ce que nous recherchons en tant qu'investisseurs, c'est de l'asymétrie. Nous cherchons un avantage. Nous avons cette gestion des risques. Il faut avoir de l'asymétrie. Maintenant, allons voir le prix du charbon. Donc, Trading Economics, c'est probablement le meilleur. Oh, regardez ça. C'est bien. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, en 2020, j'utilise toujours ça comme un moment où c'était définitivement bon marché. C'est sûr. C'est en avril. C'est à ce moment-là que le pétrole était à un niveau négatif. Et le charbon, à ce moment-là, était à 42 $. Et c'est 107 maintenant. Mais gardez à l'esprit que c'est un graphique nominal. Et quand je regarde les matières premières, juste moi personnellement, j'essaie toujours de comprendre, d'accord, qu'est-ce que ça fait en termes nominaux, mais peut-être plus important encore, qu'est-ce que ça fait en termes réels. C'est à ce moment-là que je sais si historiquement c'est bon marché ou en fonction de son prix historique, s'il est bon marché ou cher actuellement. Donc, supposons simplement que le taux d'inflation ou les prix depuis mai 2020 ont augmenté de, disons, 30%, 40%. Donc, cela signifierait qu'ajusté à l'inflation, en comparant des choses comparables ici, ce 107 ne serait pas à des niveaux aussi bas, mais il serait beaucoup plus proche des niveaux que nous avons vus. Et en fait, je ne faisais pas ça correctement parce que je n'avais pas mon pointeur dessus. Donc, juste autour de 54 $. Excusez-moi. Donc, quand vous ajustez pour l'inflation, ce 107 en comparant des choses comparables, ce que nous avons vu en 2020 serait, vous savez, je fais juste une estimation ici, peut-être 65 $, peut-être 70 $. Donc, vous pouvez acheter du charbon en ce moment, et je ne sais pas pour les producteurs, mais juste la matière première elle-même ou très proche de ce que vous auriez pu acheter pendant la période de la maladie de la cerveza. C'est une bonne nouvelle, c'est ce que je veux voir. Et vous dites, eh bien, comment le prix peut-il être si bas? Eh bien, vous avez eu cette énorme augmentation, ce qui a probablement mis beaucoup d'approvisionnement sur le marché. C'était dû à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parmi beaucoup d'autres choses. Vous savez, les Allemands n'étaient pas préparés à ça, donc ils n'avaient pas accès au nucléaire qu'ils auraient dû avoir. Donc, ils ont dû se tourner vers le charbon. Et vous connaissez tous l'histoire, mais depuis cela, je suis sûr que vous avez eu beaucoup d'approvisionnement qui est arrivé sur le marché et ensuite le prix a chuté parce que quand les prix augmentent, cela réduit la demande. Vous avez l'approvisionnement qui arrive sur le marché et ensuite vous avez les prévisions de demande qui diminuent également en raison d'un ralentissement mondial. Et c'est ce qui vous amène au prix que nous avons aujourd'hui, ce que je pense être une excellente opportunité. Et c'est ce dont je vais parler davantage vendredi lors de ce webinaire pour le prix de Rebel Capital. Maintenant, passons à l'article de CNBC qui, je pense, met vraiment en avant mon argument fondamental en faveur du charbon. À long terme, le monde n'est pas prêt de se libérer du charbon. Dans certains pays, la demande est en forte hausse. Points clés, les exportations de charbon des États-Unis ont augmenté régulièrement pour satisfaire la demande mondiale croissante, le combustible fossile le plus polluant au monde, même si sa consommation intérieure a diminué. Alors, qu'est-ce que Jim Rogers nous disait sur le plomb au début des années 2000? Oui, il a dit que la demande diminue aux États-Unis et peut-être dans le monde développé, mais elle augmente encore plus qu'elle ne diminue dans ces autres pays.
elle augmente davantage dans ces autres pays et elle diminue, disons, dans l'Ouest. Mais l'élément clé, c'est que vous n'allez pas avoir d'investissement. Dans l'offre future, donc cela signifie que l'offre diminue, la demande, même si elle reste au même prix, n'a qu'une seule direction dans laquelle aller. Ils disent que le passage mondial du charbon reste difficile, principalement en raison de la demande croissante en Asie, je dirais dans tous les marchés émergents, alors que l'Europe et les États-Unis connaissent des baisses significatives. C'est selon Dorothy May, responsable de projet pour le Global Energy Monitors, Global Coal Mine Tracker. C'est un sacré morceau. D'accord. Donc, Trump ici, il dit que personne ne peut détruire le charbon. Donc, je serais d'accord avec lui sur ce point. Alors, descendons ici jusqu'à la conclusion où vous pouvez voir la consommation mondiale de charbon. Maintenant, ça s'est stabilisé ici. Mais ensuite, que se passe-t-il après les enquêtes sur la maladie? Toutes ces chaînes d'approvisionnement mondiales se dégradent comme oh, on ne peut pas vraiment compter sur l'éolien et le solaire autant qu'on le pensait. Et on doit commencer à utiliser plus de charbon, que ça nous plaise ou non, parce qu'on n'a pas accès, disons, au gaz naturel russe, etc., etc. Donc, vous voyez la consommation de charbon augmenter aux États-Unis ainsi que dans l'UE, comme vous pouvez l'imaginer en Inde et en Chine. C'est ironique, ça stagne en Chine alors que dans le monde développé, ça augmente vraiment. Je ne dirais pas que ça explose, mais ça monte à un rythme beaucoup plus rapide. Et encore une fois, ma thèse optimiste ici n'est pas que la demande de charbon va exploser, c'est que la demande de charbon va rester relativement stable à cause de ces courants contraires. Là où un pays voit sa demande diminuer, dans d'autres pays en développement, elle augmente, mais l'approvisionnement, l'investissement. Dans le charbon, imaginez juste aller chez Goldman Sachs ou JP Morgan ou l'une de ces entreprises un peu éveillées et dire, ouais, je veux emprunter 1 milliard de dollars pour extraire du charbon. Ils vont te dire de dégager. Ils ne veulent rien avoir à faire avec toi et tu ne seras pas invité à l'une de leurs soirées cocktails. Tu vas devenir persona non grata, comme on le disait plus tôt. Donc, vous n'avez tout simplement pas d'argent qui entre pour augmenter l'offre. Et quand l'offre évolue comme ça, la demande stagne à nouveau. Vous savez ce qui arrive au prix. Donc, il parle de l'un de ces marchés émergents. Il parle de la Chine qui veut accumuler autant de charbon qu'elle le peut, parce que même si elle essaie de passer à des énergies vertes plus respectueuses de l'environnement, à la fin de la journée, elle a besoin de cela comme solution de secours pour ne pas avoir de temps d'arrêt. L'énergie, c'est l'économie. Et si le vent ne souffle pas ou que le soleil ne brille pas, vous devez avoir la capacité d'utiliser cette source d'énergie, ce qui, au fait, vous pouvez transférer d'une province à l'autre. L'une des choses qu'il souligne dans cet article, c'est qu'en ce qui concerne le problème de l'éolien et du solaire, il est très difficile de les transporter. Donc, vous pourriez avoir le vent qui souffle dans cette province de Chine, mais le vent ne souffle pas dans cette province et vous ne pouvez pas prendre cette énergie et simplement la transférer très facilement ou même pas du tout. Là où, si vous avez du charbon ici et qu'il n'est pas utilisé, que faites-vous? Vous le mettez sur un camion, vous l'amenez ici et c'est bon. Donc, tout tourne autour de cette utilité. C'est crucial de bien réfléchir à cela. Donc, l'Inde, en se concentrant sur le développement des infrastructures économiques, a également stimulé la consommation de ciment et d'acier. Et au fait, n'oubliez pas que le charbon n'est pas utilisé uniquement pour l'énergie. Il entre aussi dans la production d'acier, ce qui est très important. Je peux vous assurer, en vivant ici même à Medellín, que l'acier est une fin. Le ciment est un élément énorme, énorme de la croissance. Je veux dire, tu vois, juste chaque jour, ou pas tous les jours, mais toutes les 2 semaines, je descends dans certaines zones de Medellín et tu vois juste des bâtiments qui poussent à gauche et à droite, à droite, à gauche et à droite, comme rien de ce que tu as jamais vu aux États-Unis. La croissance est stupéfiante et chacun de ces bâtiments a beaucoup d'acier et beaucoup de ciment, donc beaucoup de charbon. Ils disent qu'au-delà de la Chine et de l'Inde, il y a encore plus de demandes, des développements de demandes positifs. Tu as le Bangladesh, l'Indonésie, le Vietnam. Je les regroupe tous dans la catégorie des marchés, en développement ou émergent. Donc, encore une fois, vous avez la demande, même si elle diminue à l'ouest, ce qui n'est pas le cas en fonction de ce qui se passe en Europe, mais même si c'était le cas, vous avez la demande qui augmente à un rythme plus rapide. Donc, au minimum, cela va compenser la baisse de la demande des économies plus développées. Le facteur IA, il l'intègre là-dedans en ce qui concerne. Je veux dire, nous allons devoir voir comment cela va se dérouler maintenant avec DeepSeek et tout ça. Mais avant DeepSeek,
c'était de notoriété publique que l'explosion de l'IA nécessiterait également une explosion d'énergie et cela inclurait les combustibles fossiles. Peu importe combien Greta Thunberg ou qui que ce soit déteste ça, c'est ce que c'est. Sera-t-il encore possible? Je suis sûr que la transition sera possible, mais nous devons nous rappeler que nous n'utilisons jamais, jamais, jamais moins de la dernière source d'énergie. Donc, j'utilise toujours ce graphique. Donc, ce composant marron, c'est de la biomasse qui est essentiellement du fumier de vache et des choses comme du bois. Et ensuite, tu as le charbon. Nous passons des biocarburants au charbon, puis au pétrole, au gaz naturel, à l'hydroélectricité, au vent et au solaire. Tu sais, toutes ces choses, mais vous remarquerez que nous n'utilisons jamais moins de ce que nous utilisions. Nous ajoutons simplement plus au mix énergétique et c'est comme ça que la population croît. C'est comme ça que l'économie croît. Et donc, mon avis est que si cela s'est produit tout au long de l'histoire, cela va se dérouler exactement de la même manière, même si nous ajoutons du vent, même si nous ajoutons du solaire. C'est une excellente nouvelle. Mais cela ne veut pas dire que nous allons utiliser moins de charbon. Nous avons simplement moins d'investissement dans le charbon. D'accord, les gars, pour consulter ce webinaire, rendez-vous sur georgesgamba.compro. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire pour un essai à 1$ ou vous pouvez rester membre. C'est un site web incroyable. J'ai obtenu des recherches de fonds de Lynn et Chris. Ces diffusions en direct avec tous les pros, c'est une ressource incroyable dont je pense que tout le monde a besoin en cette période tumultueuse dans laquelle nous vivons. Et 2025, étant l'année des inconnus, vous voulez définitivement une étoile du Nord ou une sorte de boussole d'investissement. C'est exactement ce qu'est Rebel Capitals Pro.